Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous sur 01net TV et bienvenue ici à la Grande Halle de la Villette pour un 01 Live exceptionnel. Durant 2 jours, 01net TV va vous accompagner ici aux Electric Days où on parle énergie et innovation. Jérôme, bonjour. Bonjour François, comment allons-nous produire et surtout comment allons-nous consommer l'énergie électrique dans le futur? C'est un peu le sujet ici aux Electric Days, donc on va voir tout cela en détail. Et pour commencer, eh bien, avec celui qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce matin, le PDG d'EDF. Bonjour. Jean-Bernard Lévy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour évoquer avec vous l'énergie et l'innovation parce que c'est notre sujet à nous et c'est votre sujet aussi visiblement. Mais auparavant, avant de parler de mobilité électrique, avant de parler de maisons connectées et peut-être des énergies de demain, un mot sur ces Electric Days. Coup d'envoi aujourd'hui. C'est la 2e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ces Electric Days? Il y a quelques années, nous sommes aperçus chez EDF que nous avons beaucoup d'innovations, mais que les gens finalement se rencontrent assez peu et que chacun dans son domaine développe des expertises, des innovations, sans tellement communiquer avec le monde extérieur. Donc nous avons décidé de rassembler ici, dans la grande halle de la Villette, les meilleures innovations qui existent dans le groupe. Il y en a 120 pour cette 2e édition. Première édition, c'était début 2017. Là, nous sommes en octobre 2018. 120 innovations qui rassemblent tout ce qu'EDF sait faire de mieux pour mettre de l'intelligence dans l'énergie. Donc les meilleurs spécialistes d'EDF sont là, également des tas de start-up, car vous faites de l'open innovation, on va en parler. Et alors, on l'a dit, 3 thèmes principaux, les énergies de demain, la ville intelligente et la maison connectée, hein, François? Et oui, Jean-Bernard Lévy, la maison connectée, on voit que c'est... Alors vous êtes déjà dans les foyers de millions de gens, ça c'est clair, mais vous voulez aussi les connecter, ces foyers, visiblement. Vous avez sorti une box il y a quelques mois de cela qui s'appelle SOWI, vous avez pas mal d'initiatives. La maison connectée, c'est le job d'EDF? Sans aucun doute, historiquement, nous étions peu présents derrière le compteur, mais maintenant nous le sommes et nous proposons à tous nos clients, que ce soit des grandes entreprises, des PME, que ce soit des particuliers, que ce soit des clients dans les administrations publiques, des moyens d'utiliser plus intelligemment l'énergie que nous leur fournissons. Et avec les moyens numériques, avec les algorithmes mathématiques, nous pouvons aujourd'hui proposer à nos clients de nombreuses solutions pour être plus sobres en énergie. On sait bien qu'avec la lutte contre le réchauffement climatique, une bonne partie du chemin à faire, c'est de mieux utiliser l'énergie qui est produite. Alors de quelle manière? Quels sont les outils que vous êtes en train de mettre en place ou de proposer aux occupants de ces logements? On ne va pas parler des sujets qui fâchent, on ne parlera pas de Linky, en plus c'est pas vous, mais il y a plein d'autres choses qui sont en train d'arriver. Alors d'abord... Linky, c'est un peu nous, puisqu'Enedis c'est une filiale d'EDF et que Linky, c'est quand même un produit absolument majeur pour offrir à ceux des ménages qui le souhaiteront, ceux qui n'en veulent pas, ils n'auront rien, mais ceux des ménages qui le souhaiteront, eh bien, ils auront des tas de services pour utiliser mieux les informations sur leur consommation et pour faire baisser leurs factures. EDF et d'ailleurs aussi les concurrents d'EDF, mais en particulier EDF, nous allons fournir à tous ceux qui ont Linky des services qui sont souvent gratuits pour leur permettre de payer moins. C'est quand même bien l'objectif. Mais on n'est pas obligé d'avoir Linky pour connecter sa maison, en fait. On n'est pas obligé d'avoir Linky pour connecter sa maison, mais ceux qui petit à petit ont Linky. À la fin de l'année 2018, il y aura 16 millions de foyers français connectés à Linky. Et je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 13 millions. On en fait pas loin d'1 million par mois. Actuellement, on va monter au-delà de 30 millions dans 3 ans quand le programme sera achevé. Et donc, nous permettons à ceux qui ont Linky d'avoir des outils, souvent des outils numériques sur le smartphone, par exemple, pour mieux comprendre leurs factures, mieux comprendre leur consommation et faire baisser la facture. Alors juste, comme on est dans le sujet, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui ont encore peur de ce fameux compteur Linky? Que je crois ils devraient être rassurés parce que des compteurs numériques, il y en a dans le monde entier, il y en a d'ailleurs dans toute l'Europe. Linky, c'est l'application d'une directive européenne qui impose à tous les pays d'Europe de progressivement changer des vieux compteurs analogiques par des compteurs numériques. Linky, c'est la fiabilité, Linky, c'est la sobriété énergétique et Linky, c'est des services pour la maison connectée que nous présentons ici, d'ailleurs pour ceux qui ont Linky et pour ceux qui n'ont pas Linky, et qui nous permettent à nos clients de mieux utiliser l'énergie que nous leur fournissons dans de nombreux domaines et en particulier dans le domaine du chauffage. On sait que le poste du chauffage est une des dépenses importantes de tous les foyers, nous tous ici. C'est-à-dire, Jean-Bernard Lévy, que finalement la maison connectée permet en premier lieu de faire des économies.
c'est ça? Oui, bien sûr. Et puis elle permet aussi d'avoir des systèmes plus Après, du confortables. confort, bien sûr. On peut régler, commander à distance, piloter un certain nombre des objets de la maison. Et c'est ce que fait Sowi, par exemple, que nous avons lancé il y a maintenant 2 ans et qui petit à petit s'étend, dont les fonctionnalités s'améliorent. Et par exemple, nous l'avons maintenant connecté aux fonctionnalités d'Alexa, qui est le produit d'Amazon. Et Alexa a été lancé en France il y a quelques semaines. Il a été lancé avec Sowi comme le partenaire énergétique d'Alexa. C'est pas un peu compliqué de se positionner comme étant un concurrent de finalement Amazon, parce que Amazon a sa solution de maison connectée, Apple a sa solution de maison connectée, Google, les assistants vocaux, enfin voilà, on sent que c'est un peu une joyeuse pagaille dans ce milieu-là. Nous sommes le partenaire énergéticien d'Amazon et nous n'avons pas vocation à faire du commerce vocal. électronique ou de la télévision et des séries. Oui, mais malgré tout, ils sont positionnés aussi sur ce sujet. Est-ce que demain, par exemple, vous pourriez être compatible avec Apple ou avec d'autres? Mais bien sûr, Donc c'est vocation. ouvert, en fait. On a quand même vocation à travailler avec beaucoup de partenaires. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de partenaires. Dans les 120 innovations, un grand nombre sont présentés par des partenaires. Ceux qui, par exemple, ce soir, vont participer au prix Pulse. Des grands groupes, comme ceux que nous citons, aussi des grands groupes français. Il n'y a pas que les GAFA, il y a aussi des grands groupes français qui sont présents dans la filière de la maison connectée. La vocation d'EDF, c'est de trouver les meilleurs partenariats avec tous ces partenaires. Et Amazon est loin d'être exclusif avec nous. Alors ça bouge dans la maison connectée chez EDF, mais ça bouge aussi dans la voiture. On le voit, l'une des énergies de demain, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, c'est l'électricité, mais on voit que l'électricité devient de plus en plus populaire et que avec des Tesla, avec Renault qui accélère là-dessus, et même les grands constructeurs français, l'électricité devient quelque chose aujourd'hui de très sérieux. Quel est le rôle d'EDF là aussi pour accompagner en fait cette transition de carburant en quelque sorte, d'énergie pour la voiture? Il n'y a aucun doute qu'il y a une transition de carburant, on peut le dire comme ça. On ne s'en sortira pas vis-à-vis du réchauffement climatique si on continue à conduire des voitures avec des moteurs thermiques, des moteurs qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Il faut aller vers la voiture électrique. Et puis ça tombe on bien, sait c'est que ça votre va affaire, prendre en du plus, temps. ça vous arrange. Et dans voiture électrique, il me semble avoir entendu électrique. Voilà, c'est ça. Et là, et hop quand là. je pense électrique, je pense EDF. Donc nous avons vraiment vocation à être très présents sur cette chaîne de valeur de la mobilité électrique. J'en parlerai davantage demain puisque je tiens une conférence de presse consacrée à ce sujet. Mais d'ores et déjà, sachez que nous sommes très présents, notamment avec notre filiale Sodetrel, dans la gestion de bornes de recharge. Et on sait bien qu'il n'y aura pas de voiture électrique de grande diffusion s'il n'y a pas des bornes de recharge partout. Et nous y jouons un rôle majeur avec Sodetrel. J'en dirai plus demain, si vous permettez. Une petite question quand même encore. On sait que la voiture électrique n'est pas non plus forcément la panacée. Et notamment si on imaginait que tout le monde s'équipe en voiture électrique, est-ce que ça n'accroîtrait pas également la pollution? Et puis est-ce que vous seriez en mesure de faire face à cette surconsommation? L'électricité, elle n'accroît pas la pollution si elle est décarbonée, si c'est de l'électricité verte, si c'est de l'électricité qui est faite à partir d'énergie solaire, éolienne, nucléaire. Il n'y a pas de pollution. La manière de combattre le réchauffement climatique, et le rapport du GIEC qui est sorti hier le rappelle, c'est d'aller vers l'électricité. Les voitures électriques, combien y en aura-t-il? Ça dépend un petit peu de nos modes de consommation. En même temps qu'il y a la migration vers le véhicule électrique, il y a une certaine migration vers le partage de la voiture. On voit bien dans les villes, on voit bien un certain nombre de jeunes qui n'ont pas de voiture, mais ils utilisent ou ils louent une voiture en fonction de leur vie, en fonction de leur déplacement. Et donc il est difficile de répondre aujourd'hui, savoir dans 20 ans, puisqu'on dit qu'en 2040, il ne sera plus livré de voitures à moteur thermique en France, c'est ce que Nicolas Hulot avait annoncé l'an dernier. Combien de véhicules y aura-t-il si on va davantage vers une économie du partage qu'une économie de propriétaires? Tout ceci, c'est un petit peu difficile de le dire, mais nous allons vraiment dans cette direction. Et je crois qu'on le sent avec les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, dans les villes, on voit bien le développement du partage des moyens de locomotion en général. D'ailleurs, c'est vrai des trottinettes, des vélos, des scooters, des voitures. Donc plus de voitures électriques, mais moins de voitures au global, quoi. Et voilà. Parce qu'en fait, il y a deux interrogations. Quand on est automobiliste, c'est l'autonomie des véhicules, qui est pour certains assez faible. En tout cas, on ne peut pas se faire un Paris-Marseille en électrique aujourd'hui. Ou alors, il faut prendre un petit peu plus de temps. Et puis, les bornes de recharge, vous en avez parlé tout à l'heure.
Quel est le rôle d'EDF dans ce domaine-là? Il faut plus de bornes de recharge. Alors que pour vous l'instant, avez- on peut faire Paris-Marseille en véhicule électrique parce que nous avons installé tous les 80 km sur toutes les grandes autoroutes et bien sûr sur Paris-Marseille des bornes de recharge électrique. Oui, on peut le faire, mais Je ça va prendre reconnais plus de que ça temps. va prendre du Voilà, temps c'est ça. parce qu'aujourd'hui, beaucoup des moyens de recharger les véhicules électriques sont un peu lents. Néanmoins, nous allons de plus en plus vers des bornes de recharge rapide dans lesquelles on pourra, l'objectif c'est de recharger 80% du véhicule en 20 minutes et en 20 minutes, finalement c'est le temps Et cet d'une objectif, petite pause. cet objectif, c'est Et pour pour des quand? questions de sécurité, je crois qu'on nous recommande à la sécurité routière de faire une pause toutes les 2 C'est heures. vrai. Ben voilà, peut-être Ouais. toutes les 4 heures, on recharge son véhicule électrique si on fait Paris-Marseille. Et puis, soyons clairs, aujourd'hui, la quasi-totalité des déplacements sont de déplacements de quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres. Donc, eux sont parfaits pour Et l'électrique à ce moment-là. l'électrique, c'est parfait pour ça. Et peut-être que ce n'est que dans une deuxième étape que les quelques déplacements qui se font en voiture sur des distances de 400 km et plus se feront en véhicule électrique. Et la, Puis le train, il est électrique depuis longtemps. Alors prenons le train. C'est vrai. et la route électrique, la route qui recharge la voiture, c'est quoi? C'est du fantasme Eh ou bien, elle n'est pas présente ici, donc je ne peux pas la commenter davantage. Je crois que c'est mieux. c'est Bon. pas au point? On en est encore Elle n'est loin. pas présente ici. Un mot sur le photovoltaïque. On va peut-être évoquer maintenant l'énergie pure, hein, celle que vous produisez. Alors, j'ai lu une interview de vous il y a pas longtemps où vous déploriez justement le pourcentage très faible du photovoltaïque en France. Bon, je crois qu'on est les plus mauvais élèves d'Europe ou pas loin. Hein. Alors que le paradoxe, c'est ce que vous disiez, en Allemagne, il y a moins de soleil, il y a beaucoup plus de photovoltaïque. Comme quoi, c'est pas que le soleil qui est le problème du photovoltaïque. Il y a aussi la décision politique. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Et quand est-ce qu'il y aura vraiment un réveil du photovoltaïque en France? C'est une bonne question. L'année dernière, EDF a lancé le plan solaire, justement pour attirer l'attention. Parce qu'en Allemagne, qui est un pays moins ensoleillé, il y a 6 fois plus d'installations solaires qu'en France. 6 fois plus. Donc on n'a aucune ne parle pas excuse. de l'Italie ou de l'Espagne. Oui. Là, en Angleterre, il y en a 2 ou 3 fois plus aussi. Mais pourquoi qu'en on est France. si mauvais? Eh Qu'est-ce qui se ben, passe? le plan solaire d'EDF, c'est la volonté d'EDF de s'inscrire dans un mouvement de fond qui nous paraît certain, c'est qu'on va aller vers beaucoup plus de solaire en France. Puis c'est un moyen aussi de réveiller un petit peu le système français dans lequel on s'en est pas beaucoup occupé, parce qu'il y a eu au Pourquoi? début des années à cause du 2010, nucléaire il y a eu au début des années, non pas du tout, il y a Non. eu au début des années 2010 beaucoup de subventions qui ont été données sur du solaire en toiture et des effets d'aubaine. Ensuite ça a été arrêté, donc il y a eu du stop and go. On a dit bon, maintenant c'est le moment de redémarrer, parce que le prix des cellules solaires a été divisé par 5. On paye la cellule solaire aujourd'hui 20% de ce qu'elle coûtait il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, le solaire est devenu économique, en particulier dans les régions les plus ensoleillées de notre pays, mais pourquoi pas aussi dans les régions du Nord. Et c'est le moment de partir dans un grand élan vers le solaire en France. C'est ce que nous avons voulu dire. Nous avons commencé à être suivis, en particulier le ministre Sébastien Lecornu a réuni un groupe de travail, annoncé des mesures pour accélérer le développement du solaire en France. C'est une série de mesures qui est très positive, mais qui est une première série qui devra certainement être suivie davantage de mesures. Est-ce que vous avez un objectif? Oui, notre objectif sur le photovoltaïque, c'est de détenir en France un parc de 30 gigawatts d'énergie solaire, 30 gigawatts d'énergie solaire dans 20 ans, en 2035, un petit peu moins de 20 ans. En échelle de gigawatts, ça représente Voilà. quoi? Eh bien, ça représente 4 fois la totalité du parc français d'aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, EDF est un petit acteur en France parce que nous avons des opportunités dans le monde entier qui, en tant qu'entreprise, Oui, vous faites plus de solaire à l'étranger qu'en France. Ça, il n'y a pas de doute, Ouais. parce que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Puis on peut aller, y compris dans des pays qui ont le même type de densité que la France, faire des parcs de 100 ou 200 mégawatts. En France, pendant longtemps, on était réduit à 15 mégawatts. Vous voyez, ailleurs, on va à 200, alors c'est quand même plus facile d'aller ailleurs. Donc on a dit, maintenant, on va s'en occuper en France. On travaille là-dessus avec les pouvoirs publics, mais il faut changer de braquet. Et c'est l'objectif de notre plan solaire. Changer de braquet, passer d'un parc français qui est aujourd'hui modeste à un parc qui sera significatif, parce que sinon, on ne réussira pas la transition vers le bas carbone et la lutte contre le réchauffement climatique. Le solaire est un maillon indispensable
de la lutte contre le réchauffement climatique, avec la baisse du prix des cellules solaires, c'est le moment d'y aller. Et EDF a dit, on va y aller, on va même foncer. Et c'est l'objectif du plan solaire, solaire. sous quelle forme, Jean-Bernard Lévy? Des fermes solaires ou de l'autosuffisance, des gens qui installeraient des panneaux sur le toit de leur maison et qui vivraient avec ça? Et pour réussir, il faudra que nous installions du solaire partout là où c'est possible. Sur les toits des maisons, des pavillons, sur les toits des entreprises, des entrepôts, des hangars, des bâtiments publics. Et puis aussi au sol avec des grandes fermes, notamment dans des endroits qui ne sont pas cultivés, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas prévu du tout d'utiliser des surfaces agricoles pour y mettre des fermes solaires. Mais il y a beaucoup de surfaces en France qui ne sont pas cultivées, où on peut aller mettre des fermes solaires, des friches industrielles, des endroits qui simplement ne sont pas propices à l'agriculture, et bien sûr des immeubles bâtis sur lesquels on peut assez facilement aller mettre du solaire en toiture. La révolution, c'est aussi le stockage de cette énergie. Voilà. On est d'accord. C'est qu'avant, finalement, cette énergie, c'est même le point bloquant. On la produisait et puis soit on la consommait, soit elle partait en fumée, si je puis dire. Enfin, non, pas en fumée parce que ça pollue, mais elle partait. Là, maintenant, Voilà, en chaleur, on a fait jour. En chaleur, voilà. Maintenant, on peut la stocker. Ça va tout changer, le fait qu'on puisse stocker cette énergie solaire? Alors, on peut stocker déjà depuis longtemps, mais ça coûte très très cher. Oui. Et ça coûte Donc, de moins en moins la question cher. du stockage, c'est à quel moment ça va pouvoir rentrer dans un système économique à peu près autosuffisant, à peu près autoporté. On en est encore loin, mais on travaille avec de nombreuses innovations qui sont ici autour des systèmes de batteries. On travaille aujourd'hui pour coupler des énergies intermittentes, comme l'énergie du vent ou l'énergie du soleil, avec du stockage qui permettent d'assurer une fourniture pilotable à la demande de l'homme et non pas à la demande du dieu du vent ou du dieu du soleil. Jean-Bernard Lévy, est-ce qu'avec le soleil et le vent, on pourrait fournir l'électricité pour un pays entier comme la France? Il y a des gens, on les qualifie quelquefois d'un peu utopiques, qui disent qu'est-ce que ça voudrait dire si un jour, dans un grand pays comme la France, la totalité de notre électricité était fournie à travers le soleil et le vent. Et à ce moment-là, on arrive à des problèmes de faisabilité qui sont majeurs. Par exemple, on arrive à des besoins en batterie qui sont tout simplement stupéfiants et qui dépassent un peu l'entendement. Techniquement, c'est pas possible. Techniquement, tout est possible. Ça dépend à quel coût collectif on veut le faire, combien ça coûte, combien d'espace ça va, combien ça coûte, combien d'espace ça va utiliser, combien de matières premières on a besoin. Et finalement, si on pollue plus avec des systèmes comme ceux-là que ce qu'on voulait éviter, ne le faisons pas. Mais la France de il va 2080, vous l'imaginez comment, ou Eh bien, 2050? pour l'instant, on va déjà s'occuper pas mal de 2030 et de 2035. 2050, c'est relativement lointain. Sur 2030 et 2035, nous aurons de l'éolien, nous aurons du solaire, nous aurons beaucoup d'hydraulique et nous aurons donc, conformément aux objectifs que le gouvernement fixe, une part fortement croissante d'énergie renouvelable dans le mix. Et puis nous aurons encore aussi beaucoup de nucléaire, puisque le gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé que nous allions prolonger, si l'autorité de sûreté nous y autorise, nous allons prolonger la durée de vie de notre parc nucléaire, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour le portefeuille des Français. Comment faire en sorte que les Français continuent à payer nettement moins cher que leurs voisins l'électricité qu'ils consomment, eh bien, en prolongeant la durée de vie de notre parc nucléaire. C'est ce qui est en cours. Le nucléaire coûte beaucoup moins cher que, par exemple, le photovoltaïque aujourd'hui? Le nucléaire, et puis il est pilotable, le nucléaire. Nous pouvons baisser ou remonter les barres de combustible dans les centrales nucléaires. Donc nous pouvons ce qu'on appelle moduler la puissance de nos centrales nucléaires. Donc il est parfaitement pilotable. Et le nucléaire est le complément idéal des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, que nous ne savons pas piloter, parce que nous n'avons pas encore pris le contrôle du dieu du vent et du dieu du soleil. C'est pas facile. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Bernard Lévy. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon parcours ici aux Electric Days et je vous invite à visiter les 120 innovations que nous sommes fiers de présenter avec nos partenaires. On n'y manquera pas et on va même les recevoir ici sur le plateau de 01net TV aux Electric Days. On va parler de mobilité électrique, on va parler de maisons connectées entre autres durant ces 2 jours. Et tout ça est à suivre sur 01net TV. Vous restez avec nous. Merci. Salut à tous.